Bonsoir, bienvenue à notre événement Neurosciences et Intelligence Artificielle. Je me présente, Alex Thibault, directeur de BistroBrain, votre animateur pour la soirée. Je suis très content de vous voir parce que ces temps-ci, BistroBrain, les choses se passent comme on dit. Hier soir, j'étais à un événement à Montréal. Pour ceux qui savent pas, on fait aussi des événements à Montréal. Et pour ceux qui ne savent pas non plus ce qu'on fait, on a un OBNL qui a été fondé en 2017. On a fêté nos 6 ans la semaine passée. Yes, merci. On a des comités aussi à Montréal et Trois-Rivières. On donne des formations, on en a pas podcast. Et notre mission générale, c'est de diffuser la science à travers le plaisir, à travers des événements comme ceux-ci ce soir. 4 présentations de 12 minutes avec une période de questions de 5 minutes à la fin. Et ce soir, spécialement, on fait ça en collaboration avec le programme de médecine pour un événement bénéfice pour la Fondation Brain Canada. Vous avez pu voir des gens à l'accueil avec du matériel promotionnel. On vous encourage à aller les voir tout au long de la soirée pour encourager cette belle cause. Je veux aussi également prendre le temps de remercier nos commanditaires annuels qui sont l'AGEG, le REMSUS, le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke. Et ce soir, spécialement, le centre de recherche du CHU, le centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Et maintenant, je vais passer la parole à Marc-Antoine et des étudiants bénévoles qui ont co-organisé avec nous l'événement ce soir pour vous parler un peu plus du projet. Pas aussi grand qu'Alexis. Bon, merci. Donc, merci tout le monde d'être venu ce soir, très apprécié. Donc, comme Alexis vous en a parlé, puis vous nous avez vu là à l'entrée, ce soir, c'est un événement spécial, donc organisé par nous. On est une équipe d'étudiants de médecine à l'Université de Sherbrooke. Donc, on est 7 étudiants, puis c'est en collaboration avec BistroBrain. On fait une levée de fonds ce soir pour Brain Canada, qui est une compagnie là, qui finance de la recherche pour des maladies neurologiques. Donc, pourquoi c'est d'actualité, là, Brain Canada? C'est que, selon les statistiques, 1 personne sur 3 va avoir une maladie neurologique dans sa vie. C'est pour ça qu'on trouvait ça là, intéressant, le sujet, puis important, la recherche à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça peut vous encourager ou vous décourager, là, à vous de voir. Mais donc, c'est ça. Donc, tous les profits là, de ce soir vont aller à la Fondation Brain Canada, justement pour financer la recherche. Et donc, j'aimerais, avant là, de laisser la parole à notre premier conférencier de ce soir, remercier nos partenaires, dans le fond, qui ont commandité l'événement. Il y a les partenaires annuels qu'Alexis a remerciés tout à l'heure, mais on en a qui ont financé directement notre projet étudiant. Donc, premièrement, on a Pour Plus, Médecine et Esthétique, Magog Orford, qui ont financé ce soir. Donc, eux autres, ils tenaient à ça parce qu'ils disent que oui, l'esthétique, c'est important dans la vie de tous les jours, mais outre l'esthétique, le savoir, c'est autant important. Donc, c'est pour ça qu'ils tenaient vraiment à financer là, un événement de vulgarisation pour partager le savoir scientifique. On a également l'Institut de kinésiologie du Québec, donc un institut là, de réadaptation physique pour les patients atteints de douleurs chroniques. Donc, merci à eux aussi. Et puis, finalement, on a Fonds FMOQ qui va doubler le montant qu'on amasse ce soir. Donc, si vous donnez $1, eux autres, ils vont s'engager à donner $1 de plus. Puis, si on amasse 500$, eux autres, ils vont donner un autre 500$. Fait que Fonds FMOQ, donc affilié là, avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui aide là, les médecins depuis plus de 10 ans à justement faire des placements et qui s'occupent de plein de choses au niveau des finances pour les médecins. Donc, Fonds FMOQ vous invite à faire partie de la famille si vous le voulez. Donc, merci beaucoup, puis j'espère que vous allez apprécier l'événement. Bonne soirée. Merci Marc-Antoine pour la belle présentation. C'est vraiment un plaisir. Puis juste vous dire que vous étiez vraiment sharp sur le suivi. Merci pour le pointeur. Pendant que je présente la prochaine invitée, j'inviterai la technique à juste débrancher le fil HDMI du portable puis de l'amener dans l'adapteur du Mac qui est juste devant toi. Donc, première présentation, il s'agit de Maxime Descoteaux.
qui est prof d'informatique à l'Université de Sherbrooke et qui se démarque par la qualité de ses travaux en début de carrière déjà. Il a également déjà présenté, il y a de cela, une couple d'années à BistroBrain. Exactement, j'ai été voir le 11 novembre 2019 à notre événement Technosciences qui avait lieu au Musée de la Nature des Sciences. Donc, merci de renouveler l'expérience. Et aujourd'hui, Maxime il nous parle de connectome humain, cette cartographie des liaisons neuronales du cerveau. Donc, on l'invite très chaleureusement à se présenter sur scène. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran ou je peux peut-être me tasser un peu? Ou là? Ça marche-tu? Oui. Super, bien merci beaucoup. Effectivement, en 2019, j'avais participé à un BistroBrain, puis ça a mené au recrutement d'un postdoc, en fait. Fait que je ne sais pas qui est dans la salle, s'il y a des étudiants de physique, de biologie, d'autres domaines, vous allez peut-être être intéressés. Puis ce soir, gardez ça en tête parce que vous pouvez aller voir certains profs puis peut-être sortir de votre zone de confort puis venir travailler sur le cerveau ou l'intelligence artificielle, même si vous n'avez pas fait de l'informatique dans le passé. Donc, je vous amène dans un voyage sur votre cerveau. Tout au cours de la soirée, vous allez entendre parler de neurones, de réseaux de neurones. Je vais essayer de vous illustrer c'est quoi un réseau de neurones potentiellement pour vous. Là, sous notre tête, si on enlève et on ouvre notre cerveau, on a environ 160 000 km de câblage cérébral. Okay? Donc, c'est très grossier comme image, là, mais vous voyez, vous pouvez imaginer un peu comme on câble nos maisons ou nos bureaux, que toutes nos régions cérébrales sont connectées entre elles par du câblage. Un peu comme, justement, je viens de dire, si au niveau de l'extérieur du cerveau, on avait nos téléphones, entre des téléphones ou les ordinateurs, on a des câbles. Puis ce soir, on a le privilège d'avoir un neurochirurgien dans la salle, mais si jamais on a une injure au cerveau, une tumeur, un accident cérébrovasculaire, il y a un réseau, il y a une connexion, il y a un câble qui est coupé ou déplacé. Ça peut mener évidemment à un téléphone ou à un ordinateur qui commence à mal fonctionner. Donc, qui mène à des problèmes cognitifs, des problèmes cérébraux. Plus réalistiquement, puis ça, c'est assez épeurant quand on voit ces chiffres-là. Il y a 85 milliards environ, peut-être 100 milliards selon certaines références de neurones. On les voit là ici à l'extérieur. Puis ces neurones-là font des connexions entre eux par de la matière blanche, cette espèce de réseau de câblage-là qu'on navigue dans la photo. Puis l'ensemble de ce réseau de câblage-là qu'on appelle des axones, donc c'est le corps cellulaire qui connecte les neurones entre eux, ça fait 160 000 km d'axones. Donc, c'est monstrueux. David Fortin appelle ça un univers dans notre cerveau. C'est hallucinant comment c'est gros comme chiffre, puis comment on en comprend très peu de choses encore aujourd'hui. Encore très naïvement, si on se concentre sur le neurone, ici, le petit corps cellulaire qui va faire des connexions avec des chemins, des axones, là, vous le voyez bien ici. J'ai représenté un neurone à l'extérieur du cerveau, l'exemple de mes téléphones de tout à l'heure. Puis là, j'ai dessiné un chemin qu'un neurone pourrait prendre pour aller connecter nos deux hémisphères ensemble. Ou le devant du cerveau avec l'arrière du cerveau. Ou notre colonne vertébrale avec le dessus de notre tête. Les plus longs axones du cerveau font à peu près 2 mètres de long pour moi, là, par exemple, qui partent du haut de ma tête puis qui vont dans ma colonne vertébrale jusqu'au nerf qui va jusqu'au bout de mes pieds. C'est ça le câblage cérébral. Donc, le défi pour moi, dans mon labo, pour ma chaire de recherche, c'est de reconstruire ce câblage-là cérébral. Ça part de l'axone qui vit à l'échelle du micron, qui est entouré d'une gaine de myéline en mauve ici, là, puis qui permet le transfert d'informations en toutes les zones du cerveau. Soit 160 000 kilomètres d'axone. Souvenez-vous de ce chiffre-là pour le petit quiz tout à l'heure. Comment qu'on fait ça? On est ce soir ici à BistroBrain, on boit de la bonne bière. J'ai déjà bu ma première IPA. Tout ça est basé sur le processus de diffusion de la molécule d'eau. Si je prends un verre d'eau puis je laisse tomber une goutte d'encre dedans, la molécule d'eau va avoir tendance à diffuser de façon aléatoire dans le verre d'eau.
Imaginez la même expérience, mais maintenant, j'ai plein de spaghettis dans le verre d'eau, puis j'ouvre les brins de spaghettis, puis je laisse tomber ma goutte d'encre. Sans le faire, vous pouvez imaginer que l'encre va diffuser plus difficilement à travers les brins de spaghetti que le long du spaghetti. La structure du cerveau va affecter la diffusion de la molécule d'eau, puis ça, ben, c'est notre bonne vieille amie Albert Einstein qui l'a découvert il y a beaucoup de temps maintenant, qui a caractérisé la physique, les équations mathématiques pour comprendre comment l'eau se diffuse librement, puis si elle est restreinte, comment elle se diffuse aussi. Donc, pour court-circuiter 20 ans de recherche, de ma vie de PhD et de postdoc, on est capable de prendre l'IRM et d'en gros suivre comment la molécule d'eau se déplace dans les axones, à l'extérieur des axones, dans la gaine de myéline en mauve, et tout ça à l'intérieur des 160 000 km d'axones de notre cerveau. De sorte que si vous avez une sclérose en plaques, puis vous commencez à perdre de la myéline, si vos axones se font détruire, bien ça laisse une signature dans l'image. La molécule d'eau ne diffuse pas pareil. C'est comme si on regardait un satellite sur nos circuits routiers, puis on regardait comment les voitures se propagent sur les routes. La molécule d'eau laisse une signature dans nos images d'IRM, puis par algorithme de reconstruction, par modélisation mathématique, informatique, on est capable de reconstruire tous les chemins de la matière blanche, puis aussi déterminer ce qui est normal ou anormal d'une matière blanche. Donc, c'est quoi la tractographie? Puis là, je mets la table pour le prochain présentateur. Quand on est dans une image complète du cerveau, informatiquement, on va placer des petites sphères, des petits points d'initialisation, puis on va suivre la probabilité de diffusion de la molécule d'eau, comme si on était une voiture qui naviguait une autoroute. Là, on est sur l'autoroute 10 ici. Vous voyez le processus algorithmique. Hein? Sans faire un bac en informatique, vous pouvez imaginer que je peux programmer une petite molécule d'eau à avancer dans l'espace comme ça, puis suivre les directions principales de la diffusion de la molécule d'eau. Donc, je fais ça de façon virtuelle, je fais ça de façon informatique pour reconstruire les millions de connexions de la matière blanche. Puis après, je suis capable de les regrouper en famille, puis là, il y a un lien avec la mémoire, le langage, le mouvement. Nos faisceaux de fibres sont organisés en grandes familles. Les grandes autoroutes de connexion supportent le fonctionnement cérébral. La vision est ici, le moteur est ici, les fonctions complexes sont plutôt en avant. Puis tout ce réseau-là de matière blanche font qu'on est capable de fonctionner au jour le jour. Donc, ça, c'est un exemple de nous qui commence à dater. C'est déguisé en neurochirurgien, qui se présente en salle d'opération. À l'époque, on avait branché un moniteur sur le système de neuronavigation. On avait développé des outils pour venir visualiser les fibres de matière blanche autour d'une tumeur cérébrale, en rouge ici. Puis National Geographic était venu prendre des photos. Ici, on voit Dr Fortin, caché, là, mais celui qui a un beau petit coco chauve là-bas, là, qui va présenter. Et donc, cette technologie-là est déjà, même si un peu rudimentaire dans notre façon d'étudier le cerveau, est déjà très utile pour voir comment une tumeur déplace les routes, comment les routes sont infiltrées par la tumeur, comment certaines tumeurs coupent certaines routes pour savoir comment on peut enlever le maximum de la lésion sans léser les fonctions du patient. Donc ça a fait un article dans les Brain Sciences, puis les technologies du futur pour le cerveau, à l'époque, en 2014. Donc, ça, c'est juste pour mettre la table et dire qu'aujourd'hui, il y a une chaire de recherche qui s'appelle une chaire de recherche en neuroinformatique. C'est un nouveau terme, neurosciences et informatique. C'est tout ce qui est l'informatique, les mathématiques, la modélisation pour étudier le cerveau. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'intelligence, puis il y a un nouveau mot qui s'appelle la connectomics. C'est quoi le connectome? Bien, le connectome, c'est la carte. C'est la carte de toutes les connexions du cerveau. C'est la carte des 160 000 km d'axones. Là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est à une échelle très grossière. Mais non seulement d'avoir la carte de toutes ces connexions-là, mais potentiellement pour la clinique de trouver, entre guillemets, les nids de poules sur les routes.
Où sont les anomalies? Où sont les problèmes? Ou même ce qui est invisible à l'imagerie actuelle pour essayer de faire des meilleurs outils de diagnostic et de pronostic. Donc, grosso modo, on acquiert des images dans l'IRM, on reconstruit nos cartes de matière blanche, on divise notre cortex. Je parlais tout à l'heure que la vision est derrière, le moteur est en haut. Ça, c'est une division du cortex. On met les deux ensemble, puis on construit des cartes de connexion, des connectomes. Puis ça, ben, vous avez tous déjà vu ça. Ça ressemble drôlement à... Ici, c'est la carte de Air Canada. J'ai aussi dans mes images la carte de Facebook. C'est un graphe de connexion. Ça montre comment Montréal est connecté aux Républiques, à Paris, à Londres. Et donc, on peut très bien s'imaginer que s'il y a une tumeur qui tombe sur l'aéroport de Val-d'Or ou de Sherbrooke, ce n'est pas le même impact que s'il y a une tumeur qui tombe sur l'aéroport de New York. De connaître la connectivité du cerveau, c'est essentiel pour comprendre son fonctionnement. Donc, le C. elegans, je vous présente pour la première fois, peut-être ceux qui ne connaissent pas, le ver de terre le plus célèbre sur la planète. C'est un ver de terre qui comporte 300 neurones, juste 7000 connexions. Et le connectome du C. elegans vient d'être cartographié pour la première fois du monde, puis ça a pris 12 ans pour le faire. On se souvient des chiffres hallucinants que j'ai montrés tout à l'heure, 85 milliards de neurones, potentiellement, chaque neurone fait 10 000 connexions. C'est le défi du 21e siècle, peut-être du 22e siècle aussi, d'essayer de faire ça chez l'homme. Donc, il y avait eu un article dans Le Devoir que j'avais beaucoup aimé. C'est pas moi qui avais nommé ça, mais après le génome des années 70, là, je pense qu'on est à l'ère du connectome. Toutes les technologies du génie, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la médecine, pour essayer, en gang, de comprendre le connectome, de le décoder, puis peut-être de le traiter. Si vous aimez ce que je vous raconte ce soir, allez voir le TED Talk sur le connectome, achetez ce livre-là. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est quand même assez futuristique et stimulant comme lecture. Donc, le futur des technologies, de l'IA, de l'imagerie, de ce que j'ai montré, c'est mesurer le connectome, le décoder, le comprendre, le comparer dans le temps pour éventuellement, puis ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire avec ma compagnie, qu'on a parti il y a 10 ans, d'essayer de le traiter. Est-ce qu'on est capable de développer des médicaments du futur pour venir traiter les axones, améliorer l'organe de myéline, puis réparer le connectome? Donc, sur ce, ben, merci beaucoup. J'espère que j'ai mis la table pour les autres présentateurs. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir ouvert cette belle soirée. On a maintenant un petit temps pour vous donner la parole avec des questions. Donc, il y a un troisième micro à l'arrière qui est pointé par David à la console, qui va vous permettre de poser toutes vos questions à M. Descoteaux. OK. Merci du coup pour la présentation. Et ma question, c'était, quand tu parles du coup avec des routes, pour rester dans la métaphore, est-ce que si les routes se cassent, elles se reconstruisent elles-mêmes? Est-ce qu'elles se reroutent? Est-ce qu'elles peuvent créer de nouveaux chemins, se remettre ensemble, même si elles n'étaient pas, ou des choses comme ça? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est une question que Dr Fortin pourrait m'aider à répondre, mais c'est assez connu et publié. Par exemple, une des études les plus célèbres, c'est l'étude du jongleur ou du chauffeur de taxi. Des études très, très bien contrôlées qui ont sorti dans des forts papiers où ils montrent que si tu commences au jour zéro puis tu ne sais pas conduire ton taxi à New York ou tu ne sais pas jongler, puis après 3 semaines de chauffeur de taxi ou d'apprentissage de jonglage, tu te rescannes, on voit des nouvelles connexions, on voit des connexions qui ont été rehaussées, mises en valeur pour supporter certaines fonctions qui sont importantes pour une tâche. Donc, après ma présentation, même, je parie que votre connectome n'est plus le même. Est-ce qu'on a la technique d'imagerie pour le voir puis le mesurer? Pas encore. Mais notre connectome change en temps réel. Même maintenant, aujourd'hui, des fois, je parle du chronectome. Du connectome qui change dans le temps. Donc, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une façon d'imager le connectome statique, là, au jour X.
Mais si ça prend 12 ans pour le faire pour un petit ver de terre, puis qu'on a besoin de le faire à chaque temps ou à chaque semaine, ben c'est pas gagné. C'est vraiment un défi monstrueux d'imagerie puis de technologie. OK, merci. J'ai une petite question. On parlait des ordinateurs quantiques qui s'en venaient peut-être bientôt la semaine passée. Est-ce que l'arrivée de ces ordinateurs-là va permettre de mieux comprendre le cerveau puis de l'analyser? Je pense que oui. Ça pourrait nous permettre d'aller plus vite. Là, quand on parle de 60 000 km d'axone, si, par exemple, faire le travail pour un axone prend 1 seconde, donc le faire 160 000 fois prend 160 000 secondes, ben, l'ordinateur quantique pourrait me permettre de torpiller ces chiffres-là. Donc, de faire un facteur 2 à la 8 ou plus, pour tout à coup, cartographier un connectome pourrait prendre quelques secondes au lieu de plusieurs heures de calcul. On va espérer que ça arrive dans pas long pour que ça vous aide. Ça fait plaisir. Bon, on me dit à l'oreille qu'il y a des gens en arrière qui entendent un peu moins bien. Juste vous dire, là, soyez vraiment pas gênés de venir l'annoncer à David, notre technicien, pour ce soir, pour qu'on soit sûr que vous puissiez profiter tout autant bien de la soirée que les personnes en avant. Donc, on passe déjà à la deuxième présentation. Il s'agit cette fois-ci d'un certain étudiant au doctorat en informatique. Sans dire son nom, j'ai préparé une petite présentation pour lui. Donc, il y en a déjà à sa troisième présentation à BistroBrain. Pour ceux qui le savent, on a un titre honorifique de membre honorifique quand les gens en font une deuxième. Fait que, je sais pas quel titre que ça lui donne en ce moment, un méga honorifique, turbo honorifique, on va savoir. On l'a même invité à notre podcast La tête à Papineau. Il est étudiant au doctorat en informatique, il est président du Rexus, une association étudiante qui est collaboratrice de toujours avec BistroBrain. Je peux vous dire que comme personne, il peut avoir l'air discret en surface, mais qui est doté d'un sens de l'humour et d'un fort altruisme. Ce soir, Antoine Théberge nous parle de réseau de neurones dans le cadre de la neuroimagerie. Donc, merci de l'accueillir très chaleureusement. Je peux-tu sortir le micro du pied? C'est correct, ouais. Je suis désolé pour ma voix aujourd'hui. J'ai un petit rhume, d'où le masque, donc j'espère que ça n'impactera pas trop la présentation. On va attendre que ça s'affiche. C'est un beau fond d'écran. Si j'essaie d'avancer ou tout ça, est-ce que ça fonctionne? Super, cool. Donc, merci Alexis pour l'introduction, c'est très gentil. Merci à Max pour la présentation avant. Merci à tout le monde d'être là. Je vais commencer par une question. Qui ici a entendu parler de ChatGPT? À main levée, bien sûr. Qui ici l'a déjà utilisé? Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Vous pouvez voir ici que ChatGPT est un outil assez incroyable. Je m'en suis servi pour faire une débauche de script pour la présentation que je vous fais présentement. Ne vous en faites pas, je l'ai retravaillé, donc je ne me sers pas du tout du script qui est à l'écran. Qui ici a entendu parler de Midjourney? OK, quelques personnes, un petit peu moins. Midjourney, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de générer des images très, très belles, artistiques, de haute résolution, à partir d'une simple description textuelle. Donc ici, j'ai demandé de faire des illustrations pour une présentation scientifique dans un bar, comme je fais aujourd'hui. Le point commun entre ces deux outils, c'est qu'ils utilisent le réseau de neurones. Là, je vous dis le réseau de neurones. Un réseau de neurones, comme dans le cerveau, comme Max vient de parler, ben, le terme réseau de neurones a mené à quelques titres un peu sensationnalistes à travers les années. Puis ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est de passer à travers la définition d'un réseau de neurones. On va en bâtir un ensemble
puis on va voir à quel point c'est proche ou pas du cerveau humain. Attention, il va y avoir un petit peu de maths dans la présentation, je suis vraiment désolé. Donc, qui ici a déjà vu cette équation? En principe, si vous avez fini votre secondaire, vous devriez l'avoir vue. Donc, c'est l'équation d'une droite. Puis, si on est judicieux, l'équation d'une droite, on peut s'en servir pour séparer deux classes de données. Donc, par exemple, ici, on a les ronds, on a les carrés. Puis, si on plug, entre guillemets, notre rond dans notre équation de la droite, on va obtenir une valeur qui est plus grande que 0 et notre carré, une valeur qui est plus petite que 0. Si je fais juste une petite reformulation de l'équation de la droite, puis on plug des valeurs dedans, c'est facile de se convaincre que ça fonctionne vraiment. Pour référence, la fonction signe donne plus 1 moins 1 si on est plus grand ou plus que 0. Mais reste quand même qu'on a encore notre équation de la droite. Jusqu'à là, pas de panique. Ça fonctionne en une dimension, donc nos points peuvent être gauche ou à droite, mais ça fonctionne aussi en deux dimensions. Donc, si nos points ont une deuxième composante, on a un deuxième paramètre, un deuxième W, mais reste quand même qu'on peut plugger nos points dans notre équation de la droite, puis on obtient une valeur qui va être plus petite ou plus grande que 0. Puis ça va nous donner la catégorie de notre point, donc si c'est un rond ou un cercle, un rond ou un carré. Ça fonctionne en deux dimensions, ça fonctionne en trois dimensions, puis évidemment, ça fonctionne en n'importe quelle dimension. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est toujours notre bonne vieille équation de la droite qu'on a vue au secondaire. Tout ce qu'on fait ici, en représentation vectorielle, c'est qu'on multiplie point à point nos trucs, on fait la somme, mais on a notre équation de la droite. Où je m'en vais avec ça? Ben, par exemple, on peut se servir de notre équation de la droite pour catégoriser des images. Ici, on a un petit jeu de données qui s'appelle le CIFAR10 qui contient 60 000 images distribuées en 10 catégories. Puis, on peut avoir une droite qui va nous permettre de séparer toutes les images selon leur catégorie. Si notre image tombe devant notre droite, par exemple pour la catégorie avion, ben, on va avoir une image d'un avion. On va savoir qu'on a une image d'un avion. Puis, de façon plus en équation, si on a une image d'un chiot tout cute et on la plug dans notre équation, par exemple celle qui correspond à l'avion, si derrière, on a un avion. Si notre image est derrière la frontière, on sait qu'on n'a pas un avion, on a un chien. Puis si on met ça dans l'équation du chien, on a un chien. Mais les réseaux de neurones dans tout ça, je vous sens impatient, je vous sens un peu cranky, je parle des maths, puis c'est pas très le fun. En fait, notre réseau de neurones, on l'a presque. Ici, si je fais juste réorganiser des trucs, je change la fonction signe pour une fonction h arbitraire, c'est pas très grave. Puis je change la représentation visuelle. On a encore la même équation de la droite, celle qu'on a vue au secondaire, celle qu'on connaît bien, qu'on a internalisée. Ça fait 5 minutes que j'en parle. Notre équation de la droite, telle qu'elle est représentée comme ça, ben c'est en fait un réseau de neurones. Je peux sentir des sceptiques dans la salle, c'est correct. On va changer sa représentation. Donc, comme ça, si on la compare à un réseau de neurones, on peut se convaincre qu'on a effectivement un réseau de neurones. Le premier réseau de neurones, avec au singulier un réseau à un seul neurone, est en fait la somme pondérée de son entrée avec une fonction d'activation en sortie. Ce mécanisme-là est inspiré des neurones biologiques du cerveau où, comme Max l'a présenté plus tôt, les neurones vont transmettre leur activation à un neurone suivant à travers leur axone et leur synapse. Puis, si le neurone reçoit assez d'activation, il va par la suite retransmettre son activation. Le premier réseau de neurones, le perceptron, souvenez-vous de ce nom-là, a été inventé par un monsieur avec beaucoup d'attitude, Frank Rosenblatt. Le premier perceptron était fait mécaniquement avec des potentiomètres, puis en tout cas. Mais le terme réseau de neurones est né à la fin des années 50, puis depuis est resté, mais tout ce qu'on a, c'est une inspiration biologique sans plus. La force des réseaux de neurones vient de leur grosseur, je pourrais dire. Donc, plus ils ont de neurones, plus ils ont de paramètres, plus ils sont efficaces. Mais il faut toujours se souvenir qu'on a l'équation de la droite sans plus. Donc, à chaque fois que vous voyez dans un diagramme comme ça, un rond avec une flèche, on a l'équation de la droite, et c'est tout. Donc, si vous avez fini votre secondaire, vous devez être capable de comprendre ça. Maintenant, les réseaux de neurones sont rendus immenses. Par exemple, si on prend ChatGPT,
ChatGPT a environ 100 milliards de neurones, 175 milliards de paramètres, ce qui est même plus en fait que le cerveau humain, tel que présenté par Max plus tôt. Mais par contre, il faut faire attention, on n'est pas en train de reconstruire un cerveau artificiel. On est loin de ça. Les réseaux de neurones sont fascinants, sont très efficaces, mais sont très, 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 très loin du cerveau humain. Donc, si vous voyez des titres comme ça passer sur votre fil Facebook, sur votre fil Twitter, il faut dire non. Donc, avec les quelques minutes qui me restent, j'aimerais parler de quelques applications des réseaux de neurones en neuroimagerie. Par exemple, on peut, sur une image qui sort de l'IRM, on peut entraîner un réseau de neurones à dire exactement pour chaque pixel de notre image quel tissu est dans l'image. Donc, est-ce que c'est de la matière blanche, est-ce que c'est de la matière grise, du liquide, mais ainsi de suite. Ça, c'est des informations qui sont très cool puis très pertinentes, entre autres pour faire, comme Max l'a présenté, de la tractographie, de la reconstruction de connectomes. On peut aussi entraîner un réseau de neurones à reconstruire le connectome humain. On lui donne un ensemble de connectomes avec les sujets associés, puis notre réseau de neurones va pouvoir reconstruire le connectome d'une personne arbitraire de façon plus plausible qu'un algorithme classique. Mais on peut aussi prendre un réseau de neurones puis lui laisser reconstruire des connectomes par lui-même, tout seul, par essai et erreur, puis éventuellement, il va reconstruire des connectomes qui sont très, très, très proches de l'anatomie humaine. Si vous voulez plus d'informations sur cette présentation, j'ai d'ailleurs présenté cette méthode dans un Bistro Brain précédent, donc je vous invite à aller sur la page YouTube du Bistro Brain pour en savoir plus. Puis finalement, on peut aussi filtrer des connectomes grâce au réseau de neurones. Donc, si notre algorithme de tractographie a reconstruit des chemins qui n'existent pas, ce qui arrive encore malheureusement, notre réseau de neurones peut aussi filtrer les connexions qui n'existent pas dans le cerveau pour qu'on ait un connectome qui est très, très, très représentatif. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était parce que c'était très, 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 très clair qu'il n'y a pas de questions. Oui. Moi, j'ai une question. Oh. Salut Antoine. Là, quand tu avais présenté Midjourney au début, j'avais déjà vu Midjourney, mais ce que je trouve étonnant toujours, c'est the human likeness de l'image que Midjourney produit. Si on pense à des pathologies neuronales comme la schizophrénie ou la perception visuelle des personnes malades dans des images différentes, est-ce qu'il serait possible d'induire un artefact dans un cerveau, dans un réseau neuronal artificiel et voir si le résultat est similaire à ce qui est donné par une pathologie, de façon qu'on puisse trouver plus facilement c'est quoi la source de pathologie biologique? C'est une question qui est très intéressante, mais je pense que c'est un peu... De poser la question, c'est de tomber dans le piège que j'essayais de présenter dans la présentation. Donc, faut vraiment faire attention à distinguer le réseau de neurones biologiques qu'on a, par exemple, dans notre cerveau, dans notre corps, et le réseau de neurones artificiels qu'on implémente pour, par exemple, produire des images comme dans le produit Midjourney. Je ne suis pas certain qu'il y a assez de parallèles à faire entre les deux pour qu'on puisse, par exemple, induire une lésion ou une tumeur dans Midjourney pour que ça ait un impact qui soit comparable à l'impact qu'on pourrait avoir dans notre cerveau. Donc, pour reprendre la question directement, je ne pense pas. Il y a certainement des choses qui peuvent être faites pour essayer d'induire des erreurs dans des modèles comme ça, mais est-ce que ça serait comparable à des pathologies neurologiques qu'on pourrait avoir dans le cerveau? Je ne pense pas. Donc, si je peux... Oui, merci. Allô? Allô? Excellente présentation. Merci, c'est gentil. Donc, ma question pour moi, quand tu as mentionné, tu as parlé des réseaux de neurones au début, puis tu as dit qu'une des raisons pour lesquelles c'est aussi efficace, c'est parce qu'ils sont vraiment gros. Oui. Alors, il y a beaucoup de paramètres. Oui.
est-ce qu'on a une idée pourquoi les réseaux de neurones en particulier sont meilleurs que juste prendre une autre famille de fonctions avec le même nombre de paramètres puis essayer de modéliser ce qu'on veut avec, je sais pas, un polynôme avec le même nombre de paramètres que le réseau de neurones que tu veux utiliser? La raison, donc je suis pas vraiment rentré dans les détails de l'implémentation d'un réseau de neurones, de sa définition, mais un réseau de neurones, c'est une série de, comme je l'ai dit, c'est une série de projections linéaires séparées par des non-linéarités. Ça, ce que ça nous permet, c'est de représenter n'importe quelle fonction arbitraire, même les fonctions weird qui nous permettent de partir de un chiffre ou une phrase qui vont nous donner une image, donc une image de présentation dans un bar. En principe, théoriquement, un réseau de neurones a une seule couche, donc avec une seule non-linéarité, une seule couche cachée, pourrait représenter n'importe quelle fonction arbitraire. Genre vraiment dans le monde. Mais en pratique, plus le réseau va être profond, plus il va y avoir de paramètres, plus il va être expressif. Je pense que l'application successive de non-linéarité fait que, donc l'application successive de couches fait que notre réseau est plus expressif, peut représenter des fonctions plus complexes, mais effectivement, c'est vrai que c'est pas encore tout à fait compris pourquoi ils sont aussi bons avec autant de paramètres versus une autre méthode. Ça, je pourrais confirmer. Ouais. Je vous remercie. C'est une boîte noire complète. Merci pour ta présentation. Du coup, j'avais une question. Donc, comme tu le disais, tu avais une somme de droites pour prendre tes décisions. Donc, du coup, quand tu veux prendre des décisions, ça veut dire que tu as des paramètres. Donc, tu normes ce que tu veux savoir trouver. On est d'accord? Peux-tu répéter la question, excuse-moi? Donc, en fait, quand tu parles du coup que tu as toutes ces sommes de droites. Oui. Donc, du coup, c'est une somme de paramètres que tu donnes à ton réseau. Exact. Donc, du coup, tu définis aussi ce que tu veux qu'il cherche, c'est-à-dire que tu normes ce qu'il est en train de chercher. Et ça, par contre, on n'est pas vraiment capable de se dire est-ce qu'un algorithme, que ce soit neurone ou pas, est capable de trouver lui-même ses paramètres et de définir sa norme? Oui, en fait, effectivement, j'ai omis le problème en fait en présentant les réseaux de neurones. C'est de trouver les W, trouver les droites, trouver les paramètres du réseau de neurones. Effectivement, présentement, on utilise des algorithmes d'optimisation comme la descente de gradient pour trouver les paramètres des réseaux de neurones. C'est un algorithme qui est imparfait, mais qui fonctionne surprenamment bien, en fait, là, pour même à des milliards de paramètres. Donc, si j'ai bien compris la question, effectivement, le gros du problème, c'est de trouver la valeur de ces paramètres. On les a pas à la base, on les a pas magiquement. Puis on ne sait jamais si on a trouvé d'ailleurs les meilleurs paramètres ou pas. Ça aussi, c'est un problème ouvert. Il y avait leur valeur, mais aussi le fait de choisir que ce paramètre-là est pris en compte pour définir telle ou telle chose. Ah oui, OK. Donc, enfin, les deux marchaient, donc c'était OK. Oui, donc c'est aussi un problème des réseaux de neurones. D'ailleurs, je suis en co-supervision avec Maxime Descoteaux et Pierre-Marc Jaudoin, un autre chercheur. Pierre-Marc Jaudoin pensait faire une présentation sur l'intelligence artificielle en clinique. Et le résumé de la présentation, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle en clinique. En gros, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle qui utilise les réseaux neuronaux, on nous donne aucune indication du pourquoi. Donc, les réseaux neuronaux vont pouvoir nous faire une prédiction, vont pouvoir nous prédire une image, une carte de segmentation, un connectome, mais ils ne pourront pas nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont produit ces connectomes, ces images, tout ça. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, les réseaux de neurones sont souvent appelés des boîtes fermées parce qu'on passe une entrée, donc un X, on passe des données, du bruit, tout ça. On obtient quelque chose en sortie, mais on n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre les deux, malheureusement. OK, merci. Merci. Bon, mais vous avez compris, hein, on s'est compté. Il y a 4 présentations durant la soirée. On en a fait 2. C'est maintenant le temps de l'entracte. Je vous inviterai juste les gens là, qui sont en arrière, qui sont bien en forme de faire une posture verticale. Là. Mais on va vous installer des chaises. Puis il y en a aussi des libres. Là. Je suis sûr que les gens devant sont super à l'aise. C'est vraiment ça la philosophie Bistro Brain, chaleureux, convivial, décontracté.
Donc, vous allez avoir une place assise, on va essayer de vous glisser. Puis, sinon, ben, on se donne 10 minutes pour se décontracter encore plus, aller prendre une autre bière, prendre l'air, se dégourdir. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Donc, on reprend cette belle soirée neurosciences et intelligence artificielle. J'espère que vous avez eu le temps de calmer un peu vos neurones pour reprendre de plus belle. On commence avec le troisième présentateur de la soirée, Martin Vallière, qui est professeur d'informatique à l'Université de Sherbrooke et titulaire d'une chaire de recherche en intelligence artificielle. On l'avait aussi reçu l'an dernier à notre événement Les grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke en juin. Et à travers sa recherche, de ce que j'ai pu comprendre, il cherche à mieux prédire et traiter les cancers. Il va pouvoir davantage pouvoir vous en parler à l'instant. Donc, on l'accueille sur scène, Martin Vallière. Désolé. Moi, je m'excuse d'abord là, pour ça. Et pour, dans le fond, ma présentation, je n'ai pas de grosses animations. Puis c'était vraiment bon, les présentateurs avant, là, je trouvais. Moi, c'est peut-être un peu trop petit. Tu sais, je n'avais pas vraiment bien gagé le zoom de la salle, mais je vais essayer de compenser avec les IPA dans le corps, comme Maxime disait. J'espère que ça va marcher. Et aussi, en plus, je vais vous présenter quelque chose d'un peu trop classique, c'est-à-dire une étude scientifique. T'sais. Mais cette étude-là, je l'aime vraiment beaucoup, pas seulement parce que j'étais dedans, puis David Fortin aussi, mais parce qu'elle met Sherbrooke puis le Québec sur la map. Puis ça, j'aime vraiment ça. Moi ça, j'aime ça. Fait que je vais vous présenter ça. Bon. Merci. OK. Pour initier tout ça, qu'est-ce que je vais vous présenter, je veux mettre une phrase en évidence, c'est l'IA en santé se fédère. L'intelligence artificielle en santé se fédère, c'est une phrase que j'aime. L'intelligence artificielle, je vais y aller rapidement parce qu'on a déjà eu des bons exemples tantôt, mais il y a des entités comme DALL-E 2, développées par OpenAI, qui, tu lui donnes du texte, il te génère une image artificielle. C'est vraiment génial. Tu lui dis, je veux que tu me fasses une image d'hamburger dans le format d'un cube Rubik. Pouf, c'est ça qui sort. T'sais. Puis on s'entend que ça n'existe pas dans la vie, un hamburger dans un format d'un cube Rubik, quoique moi j'ai le goût de l'essayer bientôt, mais c'est quand même cool pareil qu'on puisse générer des images artificielles comme ça. ChatGPT, on vient d'en parler aussi, c'est assez incroyable. Un agent conversationnel qui peut converser avec vous, justement. OK, je dis quelque chose, il te répond, il se souvient de ce que tu as dit avant. En termes scientifiques, nous autres, il y a beaucoup d'utilité là-dedans, mais ça peut être un compagnon de codage. On lui donne du code avec un bug, par exemple, on ne sait pas il est où, il va le trouver, il va te dire il est où, puis il va t'expliquer en plus pourquoi qu'il y avait un bug dans le code, dans la programmation. Fait que c'est quand même assez incroyable. Puis en 2023, sachez-le, OpenAI qui développe ces deux choses-là va combiner ces deux entités-là. Fait que peut-être que le ChatGPT va non seulement expliquer des choses avec du texte, mais va te générer une image pour t'expliquer la patente. Fait que c'est quand même excitant. Mais là, on parle de santé ici. L'intelligence artificielle en santé, c'est une autre bébite parce qu'on a moins de données à analyser. Tu sais, ce que je viens de présenter, DALL-E 2 qui génère des images, ChatGPT, ils ont été entraînés, comme Antoine a dit aussi, c'est des milliards de neurones, mais ils ont été entraînés justement avec des millions de données. Puis c'est pas ça qu'on a nécessairement en santé pour exploiter à profusion de façon optimale l'intelligence artificielle. On a de la prévention qu'on pourrait faire. En fait, il y a 3 grands domaines, la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi, puis il y a de moins en moins de données par rapport à ça. Prévention, on pourrait rassembler toutes les données quand vous allez voir vos médecins de famille, par exemple, et si vous en avez un, puis ça, c'est une autre histoire, puis tout rassembler ça pour faire la prévention des maladies. Bon, ensuite, le diagnostic. Par exemple, le diagnostic du cancer, on s'en va vers là. Bien, évidemment, on a moins de données là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui a le cancer. Fait que comment qu'on deal avec ça? Ensuite, est-ce que quelqu'un qui a tel cancer, est-ce qu'il va mieux répondre à tel traitement ou tel traitement? On a encore moins de données pour ça. Fait que comment est-ce qu'on peut exploiter toutes les grandes avancées précédentes qu'on a mentionnées avec quelque chose qui a vraiment pas beaucoup de données? C'est un défi. Puis c'est un peu ça que dans mon laboratoire de recherche, on essaie de faire, en fait, d'exploiter au maximum l'intelligence artificielle avec peu de données. On bâtit des modèles prédictifs. Modèles prédictifs qu'on espère puissent mener à une meilleure personnalisation des traitements du cancer, par exemple, et à une meilleure médecine de précision.
OK. Puis l'intelligence artificielle, là, je lâche un réseau de neurones comme ça, puis tant mieux, Antoine vient de l'expliquer c'est quoi, mais c'est beaucoup de neurones connectés entre eux. Un réseau de neurones qui peut être très profond, qui bâtit des modèles prédictifs, pouvant mener à une meilleure médecine de précision, pouvant tenter de déterminer si un patient ou un autre va mieux réagir à tel ou tel traitement, dans le cas du cancer, par exemple. Fait que là, dans ce contexte-là, pas beaucoup de données, intelligence artificielle, bâtir des modèles prédictifs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'IA en santé se fédère. Je parle de fédération, je veux terminer ma phrase, c'est là que je m'en ai. Fédération, ensemble de relativement décentralisé où chaque entité tient des pouvoirs qui lui sont propres. Une fédération, c'est quoi? En gros, le Canada en est une, les États-Unis en ont une, l'Europe en est une aussi. Certaines fonctionnent plus que d'autres, on en reparlera tantôt. Mais là, fédération en santé, qu'est-ce que ça veut dire? Peu de données, comment maximiser l'information? On peut tenter de maximiser l'information en analysant le plus possible de données, de types de données différentes ensemble, ou en maximisant le nombre de données, parce que c'est ça qu'on parle. Là. Utiliser l'intelligence artificielle, ça veut dire utiliser beaucoup de données. Comment on fait ça en santé? Augmenter le nombre de données qu'on analyse. Quand je parle de type de données, mais je parle d'analyser des tables et des tables de tests de laboratoire, des données tabulaires de tests de laboratoire et de ci et de ça qui sont dans nos hôpitaux, des images, on va parler d'images, des notes de texte, des analyses plus bas niveau comme des analyses génomiques, différents types d'omiques, protéomiques, tout cela ensemble. Comment on intègre ça dans des modèles prédictifs? Ça maximise l'information pour bâtir des modèles prédictifs. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est les nombres de données. Comment on fait ça pour augmenter le nombre de données en santé? On pourrait dire, ben regarde, on prend les données de Sherbrooke, de Montréal, de Québec, puis on amène ça à Victoriaville, par exemple. Tout centraliser ça à Victoriaville. Ce serait un exemple de ce qu'on pourrait faire. Prendre les données et les mettre dans un endroit central. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Il y a des enjeux là-dessus, le transfert, le stockage de toutes ces quantités de données-là. Puis en transférant ça, il peut y avoir des enjeux de sécurité, de bris de confidentialité de vos données de santé, en fait. Fait que c'est pas ça qui se passe, en fait, une solution centralisée. Ce qui se passe, ce qu'il faut faire en recherche, c'est une solution... Wow! Là, c'est bon, OK, il y a des petits problèmes avec les vidéos, mais je pense que j'espère que vous voyez un peu le principe. Le principe de l'apprentissage fédéré, c'est que les données restent où est-ce qu'elles sont, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, et on fait voyager à la place les réseaux de neurones. Donc, c'est les réseaux de neurones, les modèles qui voyagent, puis qui vont d'une place à l'autre se mettre à jour, en visitant une petite partie des données locales dans leur environnement sécurisé, parce qu'elles restent où est-ce qu'elles sont. Donc, il y a des défis évidemment, on ne voit pas toutes les données globales qu'on voudrait voir, mais on voit juste seulement une partie des données à la fois. Mais c'est ça, l'apprentissage fédéré, puis c'est vers là que la recherche s'en va, c'est d'établir des réseaux comme ça de places qui sont connectées entre elles pour maximiser l'information, maximiser comment on peut combiner les données de différentes places entre elles sans que les données bougent nécessairement. Ça, c'est le Federated Learning, apprentissage fédéré, FL. Et là, l'étude que je vais vous parler, qui est un bon exemple de où est-ce qu'on s'en va, je crois, en recherche en santé, en utilisant le Federated Learning, c'est celle-ci, bon, dans Nature Communications, à la fin de l'année dernière, c'était dans le domaine du cancer ici, des glioblastomes, un cancer du cerveau. La prémisse de base étant que c'est un cancer rare. C'est un cancer rare dans le sens qu'il y a à peu près moins que 3 personnes sur 100 000 qui vont développer des glioblastomes dans leur vie. Donc, ça veut dire que dans chaque hôpital, partout dans le monde, il n'y en a pas tant que ça de gens ou de données à analyser. Mais comment est-ce qu'on va rassembler toutes ces données-là ensemble au même endroit? Non, on va les laisser où est-ce qu'elles sont. Et le Federated Learning, oui, on l'aime, le Federated Learning, va nous permettre de tout mettre ça ensemble dans une même étude. Donc, la façon d'analyser des données provenant d'un cancer rare, c'est avec le Federated Learning. Puis le but ici, c'était, OK, de développer un algorithme qui définit exactement où est la tumeur, le glioblastome, dans le cerveau. Ça, c'est des images
d'imagerie par résonance magnétique. On en a vu tantôt un peu. 4 types différents d'images que vous voyez à droite. D'accord. Le but ultime de ça, c'était de dire, dans l'imagerie du cerveau, voici précisément où sont les 3 sous-régions caractéristiques de ce cancer-là. Précisément, c'est-à-dire il y a 3 grandes sous-régions qui définissent les glioblastomes. Est-ce qu'on est capable de développer un algorithme automatique en Federated Learning qui définit exactement ces choses-là? Puis ça, de faire ça, en fait, ça facilite la caractérisation individuelle de chacune des tumeurs d'une personne ou d'une autre. Et donc, ça permet de s'en aller vers une meilleure médecine de précision. Fait que là, vous ne voyez pas grand-chose, mais la magie de cette étude-là, c'est que toutes les données sont restées où est-ce qu'elles étaient. Okay? Il y en avait dans 6 continents, dans 71 sites. Ils sont restés où est-ce qu'elles sont, mais l'algorithme, les réseaux de neurones ont voyagé à travers les 71 sites pour apprendre le meilleur réseau de neurones possible, pour faire la segmentation, la délinéation, l'identification précise des glioblastomes. Donc, c'est une étude de grande échelle mondiale, puis ça regroupait en tout 6000 patients environ, ce qui est jamais vu pour ce cancer rare-là. Fait que c'était vraiment bien. Fait que ça ressemble à ça, un réseau fédéré mondial. C'est de regrouper tout ça ensemble, tous ces différents centres-là où est-ce qu'il y a différentes données locales entre elles, sans que les données bougent. Et donc, comment ça marche, en fait? En fait, il y a un réseau de neurones qui part, initial, on l'envoie dans un endroit qu'on appelle un central server, un serveur central. Ici, c'est l'Université de Pennsylvanie qui a géré tout ça. Sherbrooke était un des participants de cette étude fédérée-là. Ce qui se passe, c'est que le réseau de neurones global qu'on veut entraîner, il se duplique en 4. Il s'en va un peu partout dans les données, dans les nœuds du réseau, c'est-à-dire à Sherbrooke, en Asie, un peu partout dans le monde. Tout le monde apprend localement ce qui se passe, avec les données seulement locales qu'ils peuvent voir. Les réseaux reviennent à l'endroit central, donc il n'y a aucun partage des données. Et là, il y a ce qu'on appelle la fédération des réseaux de neurones différents qui ont été appris partout dans le monde. Et là, il y a une agrégation de l'information globale qui a été appris partout dans le monde pour updater, pour mettre à jour le modèle final qu'on va avoir, le modèle global. Puis ça peut se faire répéter plusieurs fois. C'est ça, le paradigme du Federated Learning. Donc, en gros, le Federated Learning a permis d'améliorer significativement dans cette étude-là la segmentation puis la délinéation, l'identification des glioblastomes. Le modèle il est plus performant que précédemment, il est accessible à la communauté. Puis le réseau qu'on a créé à la sueur de notre front, en fait, parce que c'est difficile de créer un réseau fédéré comme ça, il est prêt pour des nouvelles études. Ça prend une impulsion. Il faut créer quelque chose où est-ce que les établissements de santé sont connectés entre eux. Mais une fois que c'est fait, on est prêt pour des nouvelles études. Donc, l'apprentissage fédéré va accélérer le développement de l'IA en santé parce qu'on peut analyser plus de données diverses. On peut mettre en place ce type de réseau-là, c'est un défi, c'est sûr, parce qu'il faut établir une certaine infrastructure commune dans tous les établissements de santé. Puis un des défis, c'est l'accès aux données pour la recherche, puis c'est ce sur quoi on travaille pour les prochaines années. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Ouais. Supplémentaire. Oui. Mais merci. Alors du coup, j'avais 2 questions. La première, c'est sur sur les premières slides, quand tu disais que tu créais des données pour alimenter ton modèle. Excuse-moi. Ouais. Du coup, quand tu crées des données pour alimenter ton modèle, est-ce que, comme tu les crées, si tu les crées de façon déterministe, à quel point tu peux savoir que ton truc il n'intoxique pas ton modèle, parce que ces données-là sont issues de ce qu'on pense qu'elles se créent, tu vois. Comment t'as dit ça? Peux-tu reformuler la question tranquillement? Ok.
Là, quand tu vas créer des informations, des données que tu vas rentrer dans ton modèle après. Donc, du coup, tu crées des données pour en donner plus à ton modèle. D'accord? Enfin, pour te donner à ton... Mais non, mais il n'y a pas de données créées artificielles ici. Là. Non, mais d'accord, mais du coup, c'est ce que je disais au début dans les premiers slides. Donc, du coup, c'était là-dessus que ça m'intéressait aussi d'avoir la réponse. Mais c'est pas grave, c'est pas le truc. Du coup, plus sur la deuxième. Alors, quand tu dis que c'est fédéré, donc tu as un processage fédéré, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si tu l'envoies partout, du coup, si ton truc apprend en différents endroits, du coup, je suppose que tu peux en sortir des façons de se développer certaines maladies, par exemple, en fonction de certains endroits, et peut-être essayer de chercher genre comment elles se comportent dans différents endroits du monde, c'est ça le but. Et que, du coup, est-ce que tu peux comparer après, derrière, ces trucs-là, dans ton modèle, je veux dire, par exemple, eux se comparent fonctionnent de telle façon. Enfin, est-ce que tu peux te dire, est-ce que tu as un aspect géographique, est-ce que tu as un aspect genre à ce point-là, quoi? Eh bien, je pense que c'est une excellente question. Parce que, c'est quoi le potentiel du federated learning? Bon, établir des connaissances sur plus de données diverses. Puis ça mène à quoi? Je pense que tu faisais allusion à ça, là. On peut inclure dans le réseau des petits centres où est-ce que normalement les données, peut-être d'une certaine place, n'auraient pas nécessairement été incluses dans des types d'analyses comme ça de grande envergure. Donc, d'un certain sens, on peut s'en aller vers quelque chose qui est plus équitable côté intelligence artificielle parce qu'on inclut, en fait, tout le monde, d'un certain sens. Puis, c'est bien beau d'apprendre de façon générale sur tout le monde, mais oui, il y a des méthodes de federated learning qui tiennent compte un peu des différences de distribution entre les nœuds, effectivement. Puis donc, de faire en sorte que, mettons, lorsque je vais voyager, mon réseau de neurones, je dis ça par exemple, à Montréal versus à Québec, mais peut-être qu'il faut que j'apprenne différemment entre les deux. Puis ça, c'est de l'optimisation du federated learning, ouais. OK, d'accord. Merci. Ça fait plaisir. Ah oui, je suis beaucoup moins grande. Ma question va peut-être sonner comme une question piège, mais je me demande en fait quelle est la valeur ajoutée en fait d'utiliser de l'intelligence artificielle pour ce genre de recherche-là plutôt que, par exemple, des équipes de statisticiens et statisticiennes. Mais je pense que Antoine l'a bien démontré tantôt. En fait, c'est des millions et des millions de paramètres à apprendre pour développer un algorithme qui fait quelque chose de façon automatique. Puis en statistique, c'est pas nécessairement des millions et des millions de paramètres que tu apprends. Tu apprends à inférer quelque chose, un phénomène envers un autre, en gros, là, j'imagine. Mais le modèle d'intelligence artificielle, lui, il apprend des millions de paramètres pour une tâche très supervisée. Moi, je pense que les deux sont complémentaires, en fait. L'inférence statistique te permet de mieux informer comment que tu dois apprendre par la suite. Puis ensuite, l'intelligence artificielle bâtit un modèle qui est dédié à une tâche bien spécifique puis qui fait la job. Mais les deux doivent être connectés entre eux là, selon moi. Puis, sous question, comment est-ce qu'on modère les risques de biais dans ces données-là? Pas juste en inférence statistique, mais tu parles en intelligence artificielle? Oui, ouais, exactement, oui. J'imagine que c'est ça la question. Mais il y a des théories, probabilistes de comment intégrer justement des différences de distribution d'une place à l'autre pour que l'entraînement soit fair, en fait. Il y a vraiment des gens qui sont dédiés à ça, puis c'est une chance, parce qu'il faut effectivement... C'est bien beau de lancer des réseaux de neurones là, mais est-ce qu'on s'assure que la distribution, en fait, ou la représentation populationnelle est la même là et là? C'est des questions vraiment pertinentes, là, ça, là. Fait que je dirais que c'est dans le fondement de comment que probabiliste des réseaux de neurones, il y a des théories qui amènent ça, là, la fairness dans l'entraînement. Parfait, merci. Ça bien note. Pendant ce temps-là, on peut faire transition technique. Hein. On se rend compte qu'on peut faire ça depuis 6 ans déjà, mais on se fait toujours surprendre par différentes nuances, Mac, Windows, présentation avec des animations, ainsi de suite. Mais on l'a testé tantôt, ça fonctionnait. Donc, on va présenter notre 4e et dernier présentateur.
Il s'agit de monsieur professeur et médecin David Fortin. Il est également neurochirurgien. Il a à son actif publié déjà 160 articles scientifiques et mérité maintes distinctions à l'échelle provinciale, tout comme internationale. Il est également présent dans la communauté. L'année passée, il a publié un livre qui s'intitule « Le cerveau, une galaxie dans votre tête », dans un esprit de vulgarisation. Et on le remercie une fois de plus de se prêter au jeu de la vulgarisation parce que c'est la deuxième participation à l'événement Bistro Brain. Il avait lui aussi participé aux Grandes Découvertes, mais la première édition en juin 2021. Et donc aujourd'hui, il nous parle du mythe selon lequel le cerveau est un ordinateur. Merci de l'accueillir très bruyamment. OK, groupe, merci. Je vais être un peu le casseux de party ce soir. OK? En fait, à la conclusion de ma présentation, il y a 3 messages que je veux que vous reteniez. Ça marche-tu, cette affaire-là? Oui. OK. Donc, la première chose, c'est qu'on va déconstruire le mythe, tout le monde, que le cerveau, ça n'a rien à voir avec un ordinateur. Le deuxième message, essentiellement, c'est que je vais vous parler de l'intelligence artificielle aussi, mais je vais vous parler de l'intelligence artificielle qu'on entend dans les médias. L'intelligence artificielle générale est forte, puis je vais vous dire que ce n'est pas pour demain la veille. Puis je vais faire un travail qu'Antoine a déjà fait à ma place, c'est déconstruire le mythe à l'effet qu'un réseau de neurones artificiels, c'est la même chose qu'un réseau de neurones biologiques. Donc, on ne le savait pas, on ne s'est pas parlé avant, mais Antoine a très, très bien présenté sur la question. Je vais rajouter certains éléments. OK, donc, d'où ça vient cette histoire d'analogie-là que le cerveau, c'est un ordinateur? Bien, en fait, c'est une analogie qui est très populaire et qui a changé dans le temps. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, à l'époque, on pensait que l'être humain était sculpté, puis que l'intelligence était infusée par des esprits. Là, on est en 2000 ans avant Jésus-Christ. Au 3e siècle, on pensait que l'esprit humain, le cerveau, fonctionnait sous les impulsions des systèmes hydrauliques, donc les mouvements des fluides. À la Renaissance, c'était plutôt les mécanismes des rouages qui étaient évoqués. Au 18e siècle, c'était l'électricité qui est devenue à l'avant-garde du fonctionnement du cerveau. Au 19e siècle, le télégraphe nous a fait dire, prends que le cerveau fonctionne de manière analogique, puis on va y revenir tantôt, puis on va voir que c'est effectivement le cas. Et finalement, John von Neumann, qui est un des pionniers de la physique quantique, un des pionniers de l'informatique, de la cybernétique, lui, il a publié un livre qui s'appelait « The Computer and the Brain » en 1958. Et l'analogie à l'effet que le cerveau humain est un ordinateur vient de là et ne nous a jamais quittés. Okay? Mais le cerveau, ce n'est pas un ordinateur. Puis là, je vais vous exposer 4 raisons pour lesquelles un cerveau n'a absolument rien à voir avec un ordinateur. La première, c'est qu'un ordinateur, vous le savez, fonctionne avec des bits d'information, donc une information discontinue représentée sous forme de 0 et de 1. Or, le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Le cerveau, lui, analyse des signaux analogiques. La deuxième raison, c'est que contrairement à l'ordinateur, le cerveau est toujours en train de changer. Je vais vous montrer un exemple de ça tout à l'heure. Un ordinateur a une architecture statique, un cerveau a une architecture dynamique qui change tout au long de votre vie. Tant et si bien que tous les gens qui sont ici ce soir ont des cerveaux qui sont câblés différemment. La troisième raison, vous le savez, un ordinateur a besoin d'un langage de programmation pour communiquer avec son matériel, le software, le hardware. Le cerveau n'a rien de tout ça. Le cerveau, on l'a qualifié de wetware pour dire ordinateur biologique, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est essentiellement que la structure du cerveau forme son langage de communication. La dernière raison, la plus évidente de toutes, qui, à ma grande surprise, n'est jamais évoquée par les ingénieurs qui parlent d'intelligence artificielle en nous disant que l'intelligence artificielle va nous remplacer, c'est qu'un un ordinateur n'a pas de corps alors qu'un cerveau a un corps. Or, tout autant que vous êtes, votre cerveau s'est câblé en fonction des sens que votre corps vous a transmis. Et je donne toujours le même exemple. Disons que vous vous levez la nuit pour aller faire pipi parce que vous étiez au Bois-Québière, vous aviez une soirée bien arrosée, et là, il faut que vous alliez à la salle de bain. Vous connaissez très bien les repères cartographiques dans votre cerveau pour vous rendre à la salle de bain sans allumer la lumière. Or, si vous mesurez 5 pieds 4 ou si vous mesurez 5 pieds 3, si vous mesurez 6 pieds 4 ou si vous mesurez 5 pieds 3, ces repères-là vont être complètement différents. Donc, le cerveau est toujours continuellement informé par vos sens qui sont emprisonnés dans votre corps parce que vos sens sont différents.
Ma manière de voir la couleur orangée est différente de la vôtre. OK, donc l'intelligence artificielle, c'est un champ d'expertise extraordinaire. Puis ma job, ce n'est pas de diminuer l'importance de l'intelligence artificielle. Au contraire, c'est de faire la différence entre ce que c'est et ce qu'est le fonctionnement du cerveau biologique. Mais l'intelligence artificielle nous a donné, au fil des dernières décennies, je vous dirais, des citations douteuses et des concepts propulsés par les médias qui n'ont pas vraiment de bon sens. Ça, c'est ce qui est ressorti quand je faisais ma recherche sur les réseaux de neurones artificiels. Puis on disait « in a set of data through a process that mimics the way the human brain operates ». Ça n'a absolument rien à voir parce que nous autres, les neuroscientifiques, on ne comprend même pas comment le cerveau fonctionne. Toujours aussi douteux, je ne sais pas ceux d'entre vous qui connaissez Ray Kurzweil, c'est un futuriste américain qui est un ingénieur, qui prédit le futur, un futuriste, qui nous dit que par 2029, les ordinateurs vont avoir des émotions au même titre que les êtres humains. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi, tout comme Elon Musk, qui est aussi ingénieur, qui dit absolument n'importe quoi quand il parle de son Neuralink et qui ne connaît strictement rien en neurosciences. Elon Musk nous dit que l'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Et malheureusement, Stephen Hawking s'est aussi avancé sur ce terrain dangereux-là. L'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité. Et ça, c'est ma préférée. Donc, Laurent Alexandre, un Français, nous entrons dans une guerre cérébrale. Les cerveaux de silicium contre les cerveaux de ceux qui ont créé ces derniers, vraiment n'importe quoi. Mais le pinacle des citations qui n'ont vraiment pas de bon sens, c'est un Suisse, Henri Markram. Connaissez-vous Henri Markram? Henri Markram, j'ai tout le temps de la misère à prononcer son nom, est le directeur du Blue Brain Project, ingénieur et neuroscientifique, qui a la prétention de reconstruire un cerveau humain dans un ordinateur d'ici les années 2030. Puis lui, il dit simplement « The best way to figure out something works is to try to build it from scratch ». Fait que lui, il a besoin de reconstruire un cerveau dans un ordinateur pour se convaincre que le cerveau fonctionne. N'importe quoi! Mais la citation qui est la plus importante ce soir, c'est celle de Julia. Julia, c'est pas n'importe qui. Luc Julia, c'est un des co-créateurs de Siri, qui, pour ceux qui l'ont employé comme moi, vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas si intelligente que ça. Hein? Julia, c'est un expert en intelligence artificielle et lui nous dit, et je vous recommande ce texte-là fortement, l'intelligence artificielle n'existe pas. Il préfère plutôt parler d'intelligence augmentée. Ça a l'avantage de garder IA comme initiale et ça rapporte plus à ce que fait l'intelligence artificielle. Parce que vous le savez, tout le monde, vous utilisez l'intelligence artificielle sur une base quotidienne. Moi, je l'utilise à chaque fois que je prends mon GPS. Quand vous consultez Internet pour une recommandation musicale ou filmographique, l'intelligence artificielle est derrière ça et fait, honnêtement, une excellente job. En fait, l'intelligence artificielle fait une excellente job tant qu'elle a une tâche spécifique à faire. Là où ça se garde, c'est lorsqu'on parle d'intelligence artificielle générale. Donc, l'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence qui va réussir à nous donner des réponses, nonobstant le scénario ou le contexte. Alors, vous pouvez la questionner sur un mode multimodal et elle va répondre adéquatement à votre question. On est loin de ça. Et tous les experts en intelligence artificielle vont vous le confirmer. L'intelligence artificielle forte, elle, va une coche en haut de ça. Parce qu'en plus de l'intelligence artificielle générale, elle rajoute la couche la plus importante, qui est la couche de l'émotion, du ressenti, de la conscience. Donc, l'intelligence artificielle forte, c'est l'intelligence qu'on voit dans les scénarios catastrophes de la science-fiction. Terminator, c'est de l'intelligence artificielle forte. Donc, on sait ce qu'on fait, puis on veut le faire pour des bonnes raisons. On veut exterminer l'humanité parce que l'humanité n'est pas une bonne idée, finalement, à long terme. On est loin de ça. Vous pouvez dormir tout le monde sur vos deux oreilles. Parce que, savez-vous quoi? La conscience, en toute honnêteté, on ne sait même pas ce que c'est. Les neuroscientifiques sont incapables de vous donner une définition précise de ce qu'est la conscience. J'adore cette citation-là de Anil Seth, qui est un neuroscientifique qui dit « We're all hallucinating all the time. When we agree about our hallucinations, we call it reality. » Okay? Notre cerveau reconstruit nos perceptions.
On ne sait pas c'est quoi la conscience. En fait, la conscience, ça a 4 caractéristiques qui sont nommées ici. Ça doit englober la connaissance, l'intentionnalité, l'introspection et l'expérience phénoménale. La connaissance, à la rigueur, un système expert peut avoir ça. Il y a des connaissances, mais il n'y a clairement pas d'intentionnalité. Il n'y a pas de système expert qui se lève le matin en disant « Hey, moi, je vais aller faire mon épicerie un matin ». Il n'y a pas d'introspection. Il n'y a aucun système informatique qui est capable de réfléchir, nonobstant ce que ChatGPT va répondre. Combien? 3? Boy. Nonobstant ce que ChatGPT va nous répondre, il n'est pas capable de réfléchir sur son existence. Puis évidemment, l'expérience phénoménale réfère au ressenti, au qualia, au qualificatif. J'ai mal, je me suis fait mal, j'ai de la douleur. Ma blonde m'a laissé, je suis vraiment triste. À date, il n'y a aucun système informatique qui est capable de ressentir ça. Et selon des philosophes comme David Chalmers, non seulement les systèmes informatiques ne sont pas capables de ressentir ça, mais nous-mêmes, on ne sera jamais capable de comprendre ce qui est l'essence même d'un qualia dans notre cerveau. On ne connaît pas l'origine d'un qualia. Alors imaginez-vous produire ça en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de confusion dans la littérature de l'intelligence artificielle, puis moi je soupçonne que cette confusion-là, elle est parfois entretenue par les intervenants de l'intelligence artificielle. Le neurone artificiel, c'est un objet mathématique, statistique, qui est, on va se le dire, extraordinaire. On a vu 3 présentations qui nous ont montré 3 applications des réseaux de neurones artificiels. Puis, il ne faut pas se mentir, tout le monde, là. C'est une évolution, on ne sortira pas de cette évolution-là, ça va continuer à s'améliorer, ça va changer nos vies. Ceci étant, ça n'a rien à voir avec les neurones biologiques. Donc, les réseaux de neurones artificiels ou les réseaux de neurones formels peuvent théoriquement réaliser des fonctions logiques, arithmétiques et symboliques complexes. OK, c'est nice, mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un réseau biologique. OK, ça, je passe là-dessus parce que ça a déjà été discuté à maintes reprises. Mais je vais vous parler du vrai neurone, par exemple. Le vrai neurone qui a été décrit comme entité cellulaire par Kayal au début du 20e siècle. En fait, en 1906, il a gagné un prix Nobel pour sa description. Puis Kayal, il a décrit le neurone, mais il a surtout dit du neurone qu'il y avait 2 grandes composantes. L'axone qui transmet un courant signalétique et le dendrite qui reçoit ce signal signalétique. La magie se joue à la jonction entre les deux au niveau de la synapse, là où le dendrite reçoit le neurone. Et croyez-le ou non, une synapse, on ne sait pas du tout comment ça marche. Pour utiliser une expression que mes enfants utilisent, je vais dire on sait fuck all comment ça marche. Donc, la synapse, régie par des mécanismes quantiques, on est incapable de prédire son comportement. À titre d'exemple, je vous donne l'exemple de Eva Marder, qui est une grande neuroscientifique de la région de Boston, qui a étudié toute sa carrière le réseau digestif du homard, le réseau somato-digestif du homard, 30 neurones dans un réseau, toujours incapable de prédire le comportement de ce réseau-là après des décennies. Donc, la littérature IA tente de nous faire croire qu'il y a similitude entre un neurone formel et un neurone biologique. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Google. OK? Réseau de neurones. On monte un réseau de neurones mathématiques et un réseau de neurones biologiques. Voyons donc, il n'y a aucune correspondance entre les deux. Donc, à partir du moment où on a accepté ça, on est à même tout le monde d'apprécier ce qu'est l'intelligence artificielle. Un outil créé par des êtres humains, utilisé par des êtres humains. Puis là, je vais terminer là-dessus. Les différentes couches fonctionnelles du système nerveux central. On a beaucoup parlé avec Maxime du connectome, les connexions entre les neurones. Maxime a dit qu'on a 85 à 100 milliards de neurones, une moyenne de 10 000 contacts entre chaque neurone, mais pouvant aller jusqu'à 100 000 contacts, donc 40 fois 10 à la 14 contacts dans une tête. Donc, c'est beau les contacts synaptiques, mais savez-vous quoi? Il n'y a pas juste ça. On se rend compte aussi que la temporalité dans les rythmes de décharge neuronaux a son importance. Ce que Maxime a appelé comment il a appelé ça? Comment il a appelé ça? Chronectomique, exactement. Et ça, on commence à peine à décoder ça. L'autre chose, on n'a pas parlé, mais les neurotransmetteurs qui ont une distribution qui est différente chez chaque individu, une carte de neurotransmetteurs autonome. Finalement, les interactions avec les autres groupes cellulaires, parce que maintenant, on se rend compte, vous avez 100 milliards de neurones dans votre tête, mais vous avez 10 fois plus de cellules gliales, qui sont les cellules qui s'occupent, si vous voulez, des neurones.
Or, ces cellules-là sont aussi impliquées dans les fonctions cognitives. Et ce crosstalk-là, comme on dit en anglais, cette discussion-là entre les cellules, ce dialogue entre les cellules neuronales et gliales a son importance aussi. L'autre affaire qui est vraiment importante, puis Maxime en a parlé, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais ces 4 paramètres-là changent dans le temps, en temps réel. Cortex visuel d'un rat soumis à un stimuli visuel. Time-lapse sur 3 jours, vous voyez la synaptogénèse qui s'opère en temps réel. Vous avez tout le monde des cerveaux câblés différemment en fonction de vos expériences, de votre génétique et de ce que vous avez fait dans vos vies. Comment voulez-vous reconstruire ça? Je finis là-dessus. Dernière slide, promis. Je l'ai rajouté tantôt. Pourquoi? Bien, je veux juste vous montrer le défi. Maxime en a parlé, mais le défi il est vraiment, pour l'instant, insurmontable. On a ici 1 mm3 de cerveau humain. Ça, c'est libre de droit, disponible sur Internet. On est dans le lobe temporal. On a coupé en 5000 coupes de 30 nanomètres. On a trouvé 50 000 cellules, 130 millions de synapses, plusieurs centaines de millions de dendrites. Le jeu de données est trop large et il est incomplet. On parle de 1 mm3 de cerveau humain. Imaginez-vous ça étendu à l'échelle du cerveau entier. Il nous reste du chemin à faire. Je termine en disant que l'intelligence artificielle puis l'intelligence biologique, c'est des choses complètement différentes, on l'a dit, mais essentiellement, je veux juste vous dire que du côté de l'intelligence artificielle, c'est une stratégie de force brute. AlphaGo a réussi à battre le meilleur joueur de Go dans l'histoire de l'humanité, mais il a réussi au prix d'une consommation d'énergie incroyable. 440 000 kilowatts d'énergie à l'heure, alors qu'un cerveau humain, lui, consomme 20 watts à l'heure pour faire toutes ses tâches. L'autre chose, c'est que si vous voulez qu'un système d'intelligence artificielle reconnaisse un chat, il faut l'exposer à environ 1 million d'images, puis il va être précis à 95 %. Or, un jeune enfant va être capable de reconnaître un chat après seulement 2 expositions à un chat. Donc, on voit 2 stratégies complètement différentes. Une stratégie de force brute, puis une stratégie qui est plutôt basée sur un genre de raisonnement inductif qu'on n'a pas encore compris. Je termine avec ma petite pause publicitaire. Ceux qui seront intéressés par toutes ces discussions-là, ça, c'est mon premier livre. Puis j'en profite pour annoncer à soir que mon deuxième livre sort dans 1 mois. Puis ça va être une discussion aussi sur les neurosciences, mais ça va être beaucoup moins didactif. Ça va être plus des vignettes de patients. Fait que je finis là-dessus, puis ça va me faire plaisir de prendre des questions. Merci. Trop clair. Allô? Salut. Excellent. Merci. Je ne sais pas si tu m'as convaincu, malheureusement. Non, mais c'est correct. On est là pour discuter. Ma première question, c'est, tu as commencé en disant que les réseaux de neurones puis les cerveaux biologiques, ça n'avait rien à voir. Exact. Mais un de tes arguments, c'était juste un argument de comme taille. Est-ce que juste parce qu'on n'a pas encore des ordinateurs assez gros pour avoir le même nombre de neurones qu'un cerveau biologique, ça veut dire que ça n'a rien à voir ou juste que c'est plus petit, fait que c'est pas encore pareil? En fait, j'oserais jamais utiliser un argument de taille. Y avait-tu ça dans mes slides? Ben, dans 1 mm, admettons que tu disais qu'il y avait trop de... Non, bien, dans mon 1 mm, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'était pas capable, du point de vue informatique, de modeler ou de simuler 1 mm3 de cerveau humain. C'est juste ça que je voulais dire. Mais ça, c'est une question de taille. Genre, si on avait un ordinateur assez gros pour le faire... Ah, OK, très bon point. OK, excellent. Très bonne question. Tu as raison. Probablement qu'on va y arriver éventuellement. Ceci étant, est-ce qu'on va être capable, parce que ça, c'est juste les connexions, est-ce qu'on va être capable de résoudre tous les autres paramètres que sont les neurotransmetteurs, la synchronie de décharge des neurones, mais surtout le changement dans le temps? Non, bien sûr. Mais très bon point. On va probablement avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour le faire un jour. Puis mon deuxième question, si... dans le fond, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on en est un peu à genre
le premier modèle. T'sais, dire que ça n'a rien à voir, pour moi, c'est un peu comme dire la physique newtonienne, ça n'a rien à voir avec le monde réel parce que c'est un modèle. Puis, dans le fond, l'univers n'est pas formé de particules, c'est plus formé de physique quantique, fonctions d'ondes quantiques, etc. Mais tu sais, c'est pas que ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est une approximation. Est-ce qu'on peut au moins dire ça? OK. Encore une fois, je trouve que c'est une excellente remarque que tu fais en parlant de physique newtonienne, puis maintenant, après ça, einsteinienne, puis quantique. Très bon point. Mais je pense qu'à la base, les gens qui ont décrit le neurone mathématique, le neurone perceptuel, McCulloch et Pitt, c'était des neurologues hein, qui ont décrit ça, de l'Université de Chicago dans les années 50. Puis leur intention, c'était de dire la manière dont un neurone fonctionne est une manière pondérée qu'on va être capable de répliquer mathématiquement. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on dit des réseaux de neurones, c'est qu'un réseau de neurones biologique, ça ne se comporte pas du tout comme ça. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va partir sur une track. L'intelligence biologique ou nos connaissances de l'intelligence biologique vont adopter une toute autre track. Peut-être qu'un jour, on sera capable de revenir et de la simuler, mais on n'est pas là. C'est des très bonnes remarques que tu as faites. Puis je me fais souvent dire ça, ben toi, le vieux, le vieux cynique, hein, tu sais. Moi, je commence à être le vieux cynique dans mon groupe parce que je suis un des plus vieux dans mon groupe de neurochirurgiens. Puis quand tu es jeune, tu te dis, ah ben on a l'avenir devant nous. Mais le vieux cynique, là, c'était celui qui disait, il y a 15 ans, on va y arriver, on va modeler un cerveau dans un modèle informatique. Puis après avoir tellement lu là-dessus, je pense pas qu'on va jamais y arriver. Puis une des raisons pour lesquelles je pense pas qu'on va jamais y arriver, c'est qu'il y a tellement de choses qui demeurent intangibles dans notre cerveau, où si ça arrive, ça sera pas avant plusieurs centaines d'années. Hein? C'est ça que je dirais. Mais je pense que le track d'intelligence artificielle puis le track d'intelligence biologique, c'est deux tracks complètement différents. Merci. Bonne remarque, bon commentaire. Merci. Ben, j'avais une question encore, si on a le temps. Après, OK. Désolé, on avait dépassé déjà un peu. Puis en plus, on a des surprises pour vous. Hein. On avait un quiz, ça a été mentionné par nos premiers présentateurs. Les prix vont être affichés bientôt à l'écran. C'est juste 4 cartes cadeaux de 25 $ à la librairie Appalache, pas très loin ici. Puis dans le fond, on va afficher le code QR, vous allez avoir 10 minutes pour répondre aux questions. Si ça vous tente aussi, on a un formulaire d'appréciation pour vous dire tous vos commentaires, vos idées, vos suggestions, qu'est-ce que vous avez plus aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. C'est vraiment utile pour nos commanditaires, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre votre expérience encore meilleure. Donc merci à ceux qui prendront le temps d'y répondre. Puis sinon, ben, j'en profite déjà, vu qu'on arrête l'enregistrement, de faire nos remerciements. C'est comme 3 événements qu'on a plus que 130 personnes, donc vraiment une très bonne main d'applaudissement pour vous-même. J'aimerais aussi remercier naturellement tous nos présentateurs ce soir, Antoine Théberge, Maxime Descoteaux et Martin Vallière, ainsi que le dernier qui vient de passer, David Fortin. Bonne main d'applaudissement pour eux aussi. Également, nos bénévoles pour ce soir, Patricia à la captation vidéo, on avait David à la technique et toute notre équipe, pour ne pas oublier des noms à travers du groupe de médecine. Il y avait Justine, il y avait Marc-Antoine, il y avait Alice, il y avait... tu veux-tu m'aider? Rosemary, Sandrine, Jacob, et merci. Donc, merci à eux. Et moi-même, merci. En toute humilité. Vous êtes bien trop smart. Également, à l'équipe du BOC, on avait Léon, Andy, Émile, c'est ça? Émile, Bosbog, donc merci, un applaudissement. Et finalement, encore une fois, nos commanditaires pour ce soir, il y avait l'AGEG, l'RMDUS, le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, le centre de recherche du CHU, le fonds FMOQ, PO+, médecine et esthétique Magog Harford et l'Institut de kinésiologie du Québec. Donc là-dessus, merci à eux encore une fois. Vous avez le code QR ici. Si vous n'avez pas à accéder au formulaire, demandez à votre ami. On peut aller y voir les options de téléphone intelligent. Puis au pire, on vous enverra même le lien direct. Donc on se revoit dans 10 minutes.